Et je vous demande d'accueillir Romain Campillo. Bonsoir. Rebonsoir. L'idée va être de faire circuler un micro, mais je vais me plonger sur les premières questions. Et du coup, il y a une première question qui est un peu évidente, parce que je pose toujours la question de la genèse d'un projet. Ici, il y a une genèse un peu particulière. Et ce que moi, j'ai trouvé très beau en découvrant le film, c'est que j'avais l'impression d'une rencontre entre deux univers. Et j'avais un peu l'impression que Eastern Boys et l'atelier se rencontraient. Oui. On n'a pas pensé à ça avec Laurent, on a pensé à l'atelier évidemment parce qu'on tournait à La Ciotat, mais en fait c'est un projet de Laurent purement, dont il me parlait depuis des années, et le projet au départ c'était juste un adolescent qui était en rupture de classe avec sa propre famille, et en fait ils avaient commencé à travailler avec Gilles Marchand il y a 2 ans, ils avaient commencé à écrire ce qu'on appelle un traitement, un texte d'une vingtaine de pages. Et Laurent croyait plus beaucoup au projet. Il avait un autre projet en Thaïlande, je crois. Et en fait, il m'a fait lire ce qu'ils avaient écrit, ces 20 pages. Et moi, j'étais très enthousiaste. J'avais vraiment adoré parce que, justement, il avait rajouté toute cette part sur l'Ukraine, sur le personnage de Vlad et tout, et puis sur vraiment des tas d'ambiguïtés sur les personnages, tout ça. Et en fait, c'est le moment où il a appris qu'il était très malade. Et donc là, je lui ai proposé un pacte. Comme moi, j'arrivais à me projeter vraiment dans le film et je me disais, il faut vraiment qu'il le fasse, etc. Je lui ai dit, on va faire comme autrefois, je vais écrire le scénario avec toi et je serai au montage. Mais là, je serai aussi au tournage, à la prépa, partout pour t'aider. Et puis, si jamais tu es fatigué à cause des traitements ou de la maladie, je pourrais être là. Et donc, on a travaillé, on a écrit le scénario assez simplement. On a commencé à avoir des comédiens et en fait, entre-temps, la maladie s'est aggravée. On a compris que ça allait être plus compliqué, qu'on n'était même plus sûr qu'il puisse être sur le tournage. Donc ça a été aussi un dialogue avec Marie-Ange Luciani, ma productrice. Mais quand même, Laurence a l'aidé aussi à tenir d'avoir ce projet. Donc on a continué. On a trouvé les 4 acteurs principaux ensemble. Il a trouvé le chantier lui-même à La Ciotat. Et après avoir annoncé aux 2 comédiens non professionnels qu'ils étaient pris, une semaine après, il est tombé très malade et il est mort dans la nuit. Et on a juste eu le temps de discuter du fait qu'on continuait le film et que moi, je lui ai dit que j'allais faire un film, j'allais faire le film comme je pouvais, que je ne sais pas si ça ressemblerait à ce qu'il aurait fait, mais ce qu'on a fait quand même quand on a travaillé un peu consciemment, inconsciemment, je ne saurais pas le dire, quand on a travaillé sur le scénario, on a essayé de s'acclimater quand même l'un à l'autre, et comme si le film était entre nous deux, quoi, un petit peu comme s'il était à mi-chemin. Et notamment aussi, il a accepté que je travaillais avec ma directrice de la photo, Jeanne Lapoirie. Et donc voilà, on a fait un film où on se retrouvait tous les deux. Et moi, je me suis quand même investi dans le film en me disant qu'il allait falloir que je me mouille beaucoup plus dans la fabrication du film. Et en fait, il est décidé 7 semaines avant le tournage. Et donc, j'ai repris avec la productrice et Gilles Marchand qui est venu m'aider sur le tournage. Et on est parti avec les comédiens, les techniciennes, les techniciens. Et voilà, quoi. Et ça a été un moment de bonheur, quoi, vraiment de faire ce film. Il y a, je trouve, un rapport d'amitié, mais presque de famille aussi. Enfin, il y avait entre vous, Gilles Marchand que vous citez, mais sa fille était directrice de casting sur le film. Et oui, sa fille était directrice de casting sur le film. C'est elle qui a trouvé les 2 comédiens qu'on appelle non professionnels. Et par ailleurs, avec Laurent, sa compagne, c'était une amie du lycée à moi. Enfin, donc on était vraiment très très proches. Ça faisait vraiment plus de 40 ans qu'on se connaissait. Et donc voilà, donc on avait une proximité très forte. Par exemple, les changements que j'ai faits sur le tournage, ça, je suis sûr que on les aurait fait. Le montage, je suis sûr que c'est à peu près ce qu'il aurait décidé. Par contre, la mise en scène, ça, on ne saura jamais ce qu'il aurait fait à partir du scénario, de la direction d'acteurs, etc. Ça, c'est impossible. C'est vraiment tellement incarné, la mise en scène, que c'est même pas transmissible, en fait. C'est pas des recettes, c'est pas des règles, quoi. C'est autre chose, quoi.
C'est ça que moi je trouvais qu'il y avait une belle rencontre, justement. Est-ce qu'il y aurait déjà une question ou un partage de ressenti dans la salle? Il ne faut pas... Ah, on va vous passer un micro. Bonsoir, merci pour votre film. Ce film se termine avec notre héros qui va partir à New York. Comme d'une certaine façon, il est un peu rattrapé par sa condition sociale. Je voudrais savoir si vous aviez envisagé d'autres fins, et si oui, qu'est-ce qui vous a amené à choisir celle-là? On n'a pas vraiment, on y a pensé, mais vraiment de manière très pas très longtemps, quoi. Vraiment, c'était vraiment parce que pour nous, c'est pas exactement. Enfin, la fin est plus ambiguë que ça. C'est-à-dire qu'elle est pas ambiguë sur le fait qu'il est rattrapé par sa classe sociale et qu'il est remis, à l'ordre. Enfin, il est rappelé à l'ordre par ses parents, enfin, en tout cas par son père. Mais c'est quand même déjà. Il se dépaysé. C'est à New York, c'est pas en France, c'est pas, voilà, il part ailleurs. Mais c'est surtout sur la fin du coup de fil, sur la question de l'espoir quand même que Vlad revienne, c'est-à-dire que son espèce de comment dire, son idéal n'est pas complètement annulé, et que quand son père le rappelle, c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose auquel il veut échapper, et il le fait, mais à l'arrache, au tout dernier moment du film. Et nous, on trouvait ça plus beau, justement, qu'on ait le sentiment qu'il est repris dans un truc très bourdieusien de retour à sa classe sociale, etc., mais qu'à la fin, à l'arrache, on sente qu'il est prêt à repartir, qu'il est prêt à se dégager de tout ça. Et c'est vraiment ça qu'on recherchait avec Laurent, c'était ce sentiment qu'il acceptait ce qui lui arrivait, mais qu'au dernier moment, c'était toujours possible qu'il se défasse de ça. Ce dont on parlait avec Laurent, c'est aussi on se rappelait le truc que disait Deleuze sur les révolutions. Deleuze disait on dit que les révolutions ratent et qu'à la fin, voilà, on revient à la situation normale. Mais il disait, mais c'est pas l'important, c'est pas que les révolutions ratent. Ce qui est important, c'est le devenir révolutionnaire des personnes. Et pour nous, Enzo, il est marqué à vie par cette histoire. Donc il reviendra jamais à ce qu'il était, même si apparemment il a accepté le contrat de son père et de rentrer dans une espèce d'ordre, à mon avis, passager, quoi. Mais bon, après, encore une fois, moi, c'est mon opinion. Les gens ont le droit de voir la fin comme ils le désirent, hein. Au-delà du transfuge de classe à l'envers, moi j'ai vu le pouls aussi d'une génération et d'une génération duale. D'un côté Enzo et son frère, où il y en a un qui a Enzo qui perd une forme d'envie d'un certain niveau et qui se pose. C'est aussi une génération avec les combats climatiques, avec une sorte d'avenir tout à fait ombrageux, voudrait bouger les choses et ne se retrouve plus dans la... Donc moi j'y voyais quand même quelque chose de presque générationnel. Bah, c'est en fait entre le frère et lui, tu veux dire, ou du coup que je trouve qu'Enzo incarne cette génération sans avenir quelque part, et donc sans... Les révolutions seraient c'est comme les révolutions pour les marches du climat qu'on peut retrouver, et le frère est plutôt, lui, il est bien dans le moule et donc n'est pas contestataire. Non, il n'est pas contestataire, mais ce qui nous paraissait intéressant, c'est aussi justement, en tout cas, ce qu'on propose en fait, et particulièrement en France, hein, parce que le système éducatif, je pense, est quand même différent d'ici. Nous, en France, on a ce truc qui est terrible, qui s'appelle Parcoursup, mais on a comme une ministre de l'Éducation qui proposait que les enfants choisissent leur avenir à la maternelle. Et c'est pas quelqu'un, on a l'impression qu'elle pourrait être chez Trump, quoi. C'est-à-dire des absurdités, etc. Mais c'est vrai que, et moi je le sais parce que j'ai eu le même sentiment par rapport à ma fille, c'est quand on est parent, on devient, comme disait Foucault, les auxiliaires de la société. Et en fait, on pousse les gamins dans cette direction, même sans le vouloir, même sans l'avoir vécu soi-même, mais comme si ça devenait un tropisme, c'est-à-dire de dire il faut faire Parcoursup, il faut remplir tes vœux, il faut faire ci, il n'y a plus d'années, il y a plus d'années sabbatiques, on n'appelle même plus ça année sabbatique parce que c'est trop de bonheur, on appelle ça année de césure. Enfin, c'est expurgé de toute forme de plaisir, de rêverie, d'errance, etc. Et en fait,
Ce qui fait que en fait, les gamins, ils se retrouvent face à ce couloir de la mort, quoi, de trucs qui va tout droit. Et en dehors de ça, il y a le monde qui est en train de s'écrouler. Donc il y a quand même, c'est quand même notamment par rapport à la jeunesse aujourd'hui, d'un seul coup, la guerre en Ukraine avait quand même une menace qui pèse aussi sur nous, alors qu'on n'avait pas ce sentiment sur l'ex-Yougoslavie, etc. C'est quand même donc un sentiment, quand on travaillait sur le film, on n'était pas... Il y avait eu la guerre à Gaza, mais on n'en était pas encore à ce moment-là. Mais il y avait toute cette incertitude. Et donc, je pense que Enzo, c'est quelqu'un qui a très peur de tout ça, mais qui, plutôt que de se protéger dans sa famille bourgeoise, il se jette, il se cogne à la réalité, il se cogne au dur, quoi. Et quand il découvre Vlad, et qu'il y a toute cette confusion du désir autour de ce garçon, il se lance dans la guerre en Ukraine comme un fantasme, mais les fantasmes, ils sont fondateurs aussi en politique. C'est-à-dire que ça peut partir d'idéaux. Un idéal, c'est un fantasme aussi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et sur le frère, pour moi, ça illustre ce que dit la mère. Quand la mère dit « les enfants, on leur demande de rentrer dans les rangs et quand ils le font, on regrette leur folie ». Et moi, ce que je trouvais très beau sur le personnage du frère, c'est que c'est vraiment lui, la jeunesse sacrifiée, plus que Enzo. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment lui qui a accepté le contrat qu'on lui donne et qui, du coup, ne reçoit aucune attention particulière. C'est-à-dire qu'il n'est jamais le sujet, il est jamais... Donc, en fait, c'est aussi cette ambiguïté-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... rentrer dans les rangs, on ne reçoit aucune reconnaissance, il n'y a pas de facilité à être dans les rangs, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi... une chose qui arrive beaucoup aujourd'hui parce que on est dans une société, ou en tout cas en France, où c'est quand même difficile de réussir mieux que ses parents, tout simplement. Et que donc, de toute façon, l'impression de déclassement, elle est tout de suite un peu là. Et la peur de l'échec est devenue tellement forte parce qu'on est justement dans un couloir de soi-disant de la réussite qu'on ne peut se confronter qu'à l'échec. Enfin, c'est quelque chose qui s'est perdu au fil des décennies et qui maintenant est devenu... oui, pour moi, comme un labyrinthe en ligne droite, quoi. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui, bonsoir. Il y a un petit détail qui est évidemment pas du tout involontaire. 2 fois, le papa ramasse dans la chambre de son fils les vêtements. Et puis il y a ce dialogue entre la mère et le fils dans la voiture, où la mère dit qu'elle gagne un peu plus. Et j'ai presque l'impression que ce père se sent l'obligation de surinvestir le couple parce que quelque part il se sent un peu en infériorité. Donc il faut que son fils passe au-dessus, il faut qu'il fasse plus qu'on entend entre lui dans la maison. Il y a une construction assez complexe de personnages. Vous pouvez en parler un peu ? Oui, bien sûr. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles, oui, on avait décidé avec Laurent que c'était à deux étapes. C'est-à-dire qu'on se disait, tiens, dans ce couple, cet homme, qui est pourtant d'un certain âge, a accepté de tenir des tâches soi-disant plus associées aux mères, etc., ramasser le linge, faire le repas à midi, etc. Mais en fait, chez lui, ça lui permet quand même de faire intrusion dans la chambre de son fils, de mener le dialogue à table comme il l'entend, de mettre le rythme un peu quand il veut dans la maison. Et c'est vrai que, en fait... Sans doute, et c'est pour ça qu'on a pris aussi, on a accepté l'idée qu'il puisse être italien, parce qu'on avait beaucoup envie de travailler avec Pier Francesco Favino, mais ça changeait quelque chose au scénario, mais qu'on pouvait se dire qu'il n'était pas complètement non plus à sa place. C'est-à-dire qu'il se cherchait une place, mais en même temps, son côté comme ça, un peu cool, etc., c'est une manière pour lui quand même d'exercer sur son fils une forme d'emprise quand même, et presque un regard intrusif, quoi. Notamment... Moi, ce qui me plaisait dans la maison, pour le coup, la maison, je l'ai trouvée après que Laurent soit décédé. Trouver cette maison avec du verre partout, moi, ça m'a rendu fou parce que je me suis dit, à la fois, c'est très beau, mais évidemment, visuellement, on voit tout le port, etc. Mais en même temps, c'est une maison où le père peut voir en permanence le reste de sa famille. Donc, il y a un côté panoptique qui est très fort aussi. Et donc, en fait, c'était tout le temps... effectivement, le père essaie de trouver sa place, mais en même temps, la manière dont il la trouve, dans la manière dont il est bienveillant, dont il s'occupe notamment de son fils, pour moi, c'est un truc qui est limite, pas toxique, mais borderline, quoi. Et c'est vrai que c'est tout ça qui nous intéressait dans le personnage, c'est-à-dire que le personnage qui
Oui, qui croit dans sa bienveillance. Et il y avait un truc très drôle par rapport à Pier Francesco Favino, c'est que Pier Francesco, il en a marre de jouer, il m'a dit, j'en peux plus de jouer des mafieux, des meurtriers, tout ça. Il dit, là, je suis un père de famille, est-ce que je peux être souriant, ne pas l'engueuler tout le temps, pas être toujours, etc. Et je lui dis, bah, écoute, faisons une prise où tu es plus souriant. Et à la fin de la prise, je lui dis, bah, franchement, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que là, on se dit, le mec est pervers, quoi. C'est-à-dire que... Alors, je lui dis, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais toi, je ne peux pas te faire croire qu'à la fin du film, les gens vont se dire, oh, il est vraiment... Quel père. Donc, je lui ai dit, c'est à double tranchant. Mais à partir de là, et c'est pour ça que j'ai toujours adoré travailler avec Laurent, on n'a jamais statué là-dessus. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sortent de la salle, alors selon l'âge des gens, les gens plus âgés trouvent que le père est formidable, et tout ce qui est jeune, moins de 25 ans, etc., le trouve mais insupportable. C'est-à-dire que c'est très tranché. Et moi, sur le tournage, moi, je le trouvais vraiment insupportable. Donc j'essaie de dire, enfin, il vaut mieux que tu te mettes en colère, quoi. Je veux dire, c'est plus sain, quoi, parce que. Et il avait ce truc, je veux dire, même quand il sourit à la fin à l'hôpital, quand il met la main sur le genou de son fils, etc. Je me dis, il y a quand même une emprise très forte, quoi, y compris physique sur son fils. Mais tous ces trucs. C'est pas, on parle pas parce que des gens m'ont parlé d'inceste, etc. On n'en est pas là du tout. On est juste avant tout ça. C'est-à-dire dans des trucs qui pourraient tourner mal, qui pourraient à chaque fois virer à des choses plus violentes, Mais en fait, c'est toujours sur le bord d'eux. Et c'est ça qui, pour nous, provoquait une émotion chez nous. Cette impression qu'en fait, on peut sentir dans cette famille et dans les failles d'Enzo que ça peut devenir tragique très vite et que c'est bon. Après, il tombe quand même de l'échafaudage, donc c'est quand même pas simple. Mais voilà, c'est un peu tout ça qu'on cherchait chez le père, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, le temps que le micro arrive, moi je vais rebondir. Je trouve que vous êtes toujours à une juste distance. En tout cas, je trouve que la distance dans le cadrage peut exprimer des choses différentes. Que quand on est fondu au regard d'Enzo, on peut être dans une forme de désir, mais que par contre, quand les adultes, par exemple, observent Enzo de loin, qu'on a quand même une certaine distance. C'est-à-dire que même si on parle d'un jeune homme qui devient homme et de son corps qui se transforme, on n'est pas dans un voyeurisme. Non, du tout. Et on est, je trouve, voilà. Non, on a essayé effectivement parce que pour nous, en fait, ce gamin, il est entre la sensorialité et la sensualité. Il est dans ce truc où tout se confond un peu, c'est-à-dire le vent, la pierre, etc., le corps de Vlad, enfin tout ça, sa petite copine, l'eau de la piscine, tout ça est sur le même registre et ça verse un petit peu plus vers la sensualité que vers la sensorialité en même temps. Mais en même temps, effectivement, c'est ça, son ressenti à lui. À partir du moment où on est dans le reste, on a fait attention de ne pas être complètement dans un regard qui le fétichise non plus. D'ailleurs, sur le tournage, on avait même une auxiliaire d'intimité pour la scène avec la fille dans la piscine, qui est pas. Mais comme il avait 16 ans, même le fait que, par exemple, il sache que moi je suis gay, évidemment, je n'allais rien faire, mais il peut y avoir des quiproquos et qu'il faut lever pour que lui soit à l'aise et qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est très simple d'avoir quelqu'un comme ça, moi j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé que c'était très facile de communiquer avec ça. Et j'ai eu l'impression que lui, ça le soulageait énormément. Et la jeune actrice aussi, mais elle est un peu plus âgée que lui. Et bon, c'est pas non plus des scènes érotiques très, très poussées. Bonsoir. Je ne vous vois pas, pardon. Oui, ici. Ah, pardon. Pas de souci. Ça fait déjà 1 an, mais je tenais quand même à vous présenter mes condoléances. En tout merci. Cas. Et en fait, je me disais, une écriture à 4 mains, en général, c'est toujours un exercice assez sportif, on va dire. Mais finalement, le rendu est vraiment très joli parce que je trouve que ce soit à l'image ou dans l'écriture, on sent que c'est un très beau mélange entre vos deux univers. Et je me disais, est-ce que vous avez eu des œuvres, je dirais littéraires ou cinématographiques ou autres, ou même des auteurs sur lesquels vous vous êtes basé comme inspiration pour l'image ou l'écriture, le développement des personnages ou autres? Alors, il y a beaucoup de choses, oui, qui nous passaient par la tête, et des choses très différentes. Par exemple, sur Enzo, il y avait Bartleby de Herman Melville,
le personnage qui dit « I would prefer not to », je préférerais ne pas. Non pas que ce soit exactement le même type de personnage, mais sur la question de la force d'inertie du gamin. Et d'ailleurs, on a choisi Éloi parce qu'Éloi, il n'était pas dans la guéguerre avec son père, il n'est pas dans le côté adolescent, têtu, qui fait la gueule, machin, etc. Il est un peu dans son monde, et en fait, il pose des énigmes aux autres. Il est plus comme un sphinx, moi, je trouvais, et c'est ça que je trouvais très attirant vers lui, chez lui, et surtout, moi, je dois dire que ce gamin, il est extraordinaire. Maintenant, il a 17 ans. Je l'ai quand même fréquenté pendant tout le tournage. On mangeait tous les jours à midi, mais j'en sais pas plus sur Éloi Pohu à la fin du tournage qu'au début. C'est vraiment... quand je lui envoie un message, il répond par oui ou par non. Donc mais c'est ça qui me plaisait énormément. Et donc, il y avait cette histoire de... il y avait ça. Il y avait aussi sur la question du... C'est des choses qui nous font travailler. C'est-à-dire qu'on pensait au camion de Duras. Sur un truc très simple, le camion de Duras, c'est quand même une femme qui décide de partir dans un camion avec un homme qu'elle considère comme un ouvrier, enfin et elle se considère comme une déclassée. Et que donc, c'est aussi se mettre dans les mains d'un travailleur, etc. Et donc, ce fantasme de la bourgeoisie qui essaye de s'arracher à elle-même. Donc, c'est des choses beaucoup plus... il se trouve que moi, j'aime beaucoup le film de Duras. Vraiment, je trouve que c'est un très, très beau film. Et donc, il y avait ces trucs-là qui nous venaient en tête. Et sur la lumière, puisque là, la lumière, je l'ai faite avec Jeanne Lapoirie, et le cadre, etc. Alors, c'est un truc, moi, où je me suis dit, il y a des choses sur lesquelles j'ai poussé, et il y a des choses sur lesquelles je me suis moins retenu, mais parce que ça me faisait plaisir. Alors, ce que j'ai poussé, par exemple, c'est sur les couleurs et sur la lumière, sur le contraste. Parce que Laurent, il y a toujours un quiproquo sur son cinéma, c'est que les gens disent c'est un cinéma réaliste, naturaliste, machin, etc. C'est pas parce que les gens jouent naturel que c'est un cinéma naturaliste. Enfin, c'est pas exactement ça. Il y a des films comme Vers le Sud, etc., qui sont pas exactement naturalistes. Et c'est vrai que le cinéma que lui adorait, c'était Minelli, c'était Douglas Sirk, donc c'était plutôt du mélo. Et que moi, je me suis dit, bon, lui n'aurait pas osé, mais comme je réalise, je vais aller au bout de ce truc-là, qui sont en plus des trucs totalement égoïstement, où moi, j'en suis là dans mon cinéma et je veux aller vers là. Donc, c'est aussi une aide, vous voyez, pour moi. Et donc, ça fait partie du travail d'aller vers là. Par contre, l'autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est sur la pudeur. Parce que, évidemment... On est aujourd'hui, en tout cas en France, mais à peu près partout dans le monde, on est dans un cinéma très, très, très impudique, même très performatif au niveau sexuel. Et là, on avait envie de revenir à un truc où vraiment le sommet de l'érotisme dans le film, c'est une main qui se pose sur une autre, c'est une main posée sur un torse. Là, ce serait le sommet de l'érotisme du film. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement plaisant à faire et que d'un seul coup, ça devenait mais vraiment comme des choses inouïes à filmer, de faire ça. Et c'est des références, pour vous montrer le nombre de références que ça a. Et ça, vous le gardez pour vous, que personne n'enregistre, j'espère. C'est que moi, j'ai été sur l'argent de Bresson, sur le tournage. Et je devais avoir un rôle. Et en fait, Bresson m'a trouvé trop maigre, ce qui a été la plus grande tristesse de ma vie. Mais Bresson a fait un gros plan sur ma main, dans l'argent. Et où c'est dans l'église à la prison, et je donne une cassette audio avec une pin-up dessus. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et je l'ai faite 35 fois avec la main qui tremblait, donc il a pris une prise, mais comme je tremblais, le plan est pas terrible. C'est vraiment le plus mauvais gros plan sur les mains de Bresson, c'est grâce à moi. Et ça m'a rappelé un truc qui est très simple, c'est que Laurent avait eu un cancer il y a très longtemps, en 98, avant de faire ressources humaines. Et donc j'ai été très présent avec lui, etc. C'était après les sanguinaires et tout ça. Et en fait, quand on a mixé le film, la seule chose qu'il ait faite vis-à-vis de moi, on n'en a jamais pu parler du cancer, etc., c'est qu'on était en mixage devant dans le noir et il m'a pris la main. C'est tout ce qu'il a fait. Et on n'en a plus jamais parlé. Et donc il y a cette espèce, vous voyez, comme ça suit, c'est que des espèces de fils qui passent entre la culture et la réalité, entre les sentiments et des choses étranges qui sont un peu inexprimables, et que donc après, quand on les fait, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Mais ce qui était drôle, par exemple, sur le tournage, et après j'arrête avec cette question, mais ça me passionne ce genre de truc, c'est que
on tournait la scène où ils se mettent la main sur la main, comme ça, dans la voiture, et je les entendais discuter. Et donc les deux acteurs sont hétéros, et donc je m'approche d'eux, je dis il y a un problème, etc. Et donc ils n'étaient pas d'accord parce que Maxime, qui joue Vlad, avait dit à l'autre mais je crois que si on se touche la main, t'as plus besoin de me mettre la main sur le torse dans la scène suivante. Je crois que c'était ou l'un ou l'autre. Donc, et donc Éloi lui disait ah non, je crois qu'il faut faire les deux, hein. C'est toujours dans le scénario les deux, etc. Et je trouvais ça fascinant qu'ils en soient à négocier. Je veux dire, c'était quand même pas des scènes, mais Vlad, le fait qu'un garçon lui pose la main sur le torse, c'était déjà un truc de l'ordre de l'invraisemblable, hein. C'était vraiment, il est très gentil et tout, mais très pudique, et c'était très très bizarre pour lui. Voilà, c'est la question. Merci. C'était une longue réponse. Très pudique avec toujours des chemises ouvertes. Oui, c'est ça. Ah bah, il sait qu'il a un physique et qu'il a un corps, ça, oui. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Mais je ne sais pas si c'est courant ou pas, mais le fait que les dialogues en ukrainien ne soient pas traduits, je trouvais ça super. Voilà, mais je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Alors, il y a ce truc qui est que si c'est des étrangers et que si Éloi ne les comprend pas, il ne faut pas qu'on les comprenne. Il faut qu'on se dise de quoi ils parlent, qu'on entende un peu Poutine, qu'on entende un peu des trucs, etc. Ce qui fait que quand il vient expliquer ce qui se dit, il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans. On ne sait pas s'il dit entièrement la vérité. Miroslav, quand il traduit ce qui s'est passé, donc, parce qu'après, quand il en parle avec Vlad, visiblement, ils n'ont pas les mêmes arguments. Donc, il y a aussi cette question du flou sur les positionnements des uns et des autres. Mais c'est surtout pour garder le point de vue du gamin et de rester dans son point de vue. Et un troisième truc qui, moi, me paraît intéressant, c'est pour les Ukrainiens ou les personnes qui parlent ukrainien, ils voient le film d'une autre manière. Et ça, c'est super. Le film leur appartient d'une autre manière. Et ça, je trouve ça très bien. Dans Eastern Boss, j'avais fait un truc encore plus malhonnête. Dans Eastern Boss, il y avait toute une partie où les étrangers parlaient en russe. C'était pas traduit. Et quand on passait dans leur point de vue, dans leur vie quotidienne, tout était traduit. Et pour moi, ça crée un truc terrible de proximité, de familiarité avec les personnages qu'on n'imaginait pas juste parce qu'on ne les comprenait pas. Et ça, c'est un détail, ça paraît un détail, mais c'est la vision, la perception que l'on avait d'eux changeait totalement parce qu'on comprenait ce qui se racontait. Sur la question de l'humanité, etc., de la perception de ce qui est humain ou pas, ça reste quand même quelque chose de primordial de comprendre. Et là, je voulais qu'il y ait vraiment être un étranger, c'est être un étranger, quoi. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup pour le film qui est plein de tendresse et ça fait du bien. Merci. Alors, l'instant promotion, le film sort le 2 juillet. Delphine Thompson, la productrice, vous l'a dit juste avant en introduction, vous en êtes les ambassadrices et les ambassadeurs et c'est toujours important dans la vie d'un film. Une bonne fin de soirée. Merci.